Bon, bonjour tout le monde. Il est maintenant 15 heures, donc nous allons commencer. Bienvenue à notre premier webinaire de l'année. Mon nom est Joanna Krochevski et je travaille comme Marketing Manager pour EFI et je suis votre hôte pour ce webinaire. Avec nous aujourd'hui est Christian Giraud, spécialiste avant-vente Pierry de EFI. Et avec plusieurs années d'expérience, Christian partagera avec vous son expertise et pour la prochaine heure, parlera des bonnes pratiques pour obtenir une meilleure qualité d'image. Et je passe maintenant la parole à Christian pour l'ordre du jour. Bonjour à tous et merci de vous joindre donc à la séance d'aujourd'hui. Comme Johanna vient de vous l'annoncer, nous allons parler de la qualité de l'image, des vecteurs et tout ça donc dans le but d'optimiser donc l'impression donc numérique. Nous parlerons lors de ces séances des bases de l'image numérique. Je veux qu'on ait tous une compréhension commune sur des éléments qui composent une page avant de parler de la façon dont on peut optimiser donc ces éléments donc de la page. Nous allons passer donc une bonne quantité de temps aussi à parler de la qualité de l'image, puisque c'est quand même un grand défi qu'on a donc au niveau donc des travaux donc d'impression numérique. Je vais vous apprendre aussi quelques petits outils, quelques petits trucs et astuces aussi pour évaluer la qualité de l'image tout autour de ces domaines clés que sont la tonalité, la couleur et le détail. De là, on va passer donc à une discussion à propos donc de graphiques vectoriels avec des défis donc de vecteurs, principalement de gradients. Quand je dis gradients, c'est souvent donc des dégradés. On parlera aussi un petit peu des objets avec des lignes très très fines, des polices de caractères à détail donc de 2 ou 3 points qui sont relativement donc difficiles à reproduire donc enfin en impression numérique. Et nous terminerons donc sur les PDF et sur la normalisation avec le PDF X4. Mais je ne vais pas passer trop de temps dessus non plus, puisque vous verrez qu'à la fin donc, de ce séminaire, on va vous envoyer donc des liens de façon à récupérer ces informations pour bien faire donc vos PDF. Voilà donc en gros donc les éléments que l'on va aborder donc aujourd'hui. Donc on va faire un petit peu donc de présentation PowerPoint et tout au long de la présentation, je vais basculer donc soit sur les applicatifs traditionnels de PAO qui peuvent être Photoshop ou InDesign, ou même donc à travers donc nos logiciels de gestion donc, des travaux qui s'appelle la commande workstation, qui est vraiment dédié donc un petit peu donc au Fiori, avec donc ses utilitaires comme l'Imagiant Visual Editor ou même donc l'Image Viewer. Alors, on va donc revenir donc un petit peu donc à la définition. Donc, la première chose à savoir, donc quels sont les composants donc d'une image, une page. Donc, une page est généralement composée par un logiciel comme InDesign. Et dans InDesign, lorsqu'on crée donc une page, un graphiste va rajouter donc en règle générale un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont répartis en 3 catégories donc de base, qui vont être donc les images, qui vont être pour agrémenter donc notre montage, les graphiques vectoriels qui sont souvent donc les logos, et enfin donc pour écrire à un moment ou à un autre, donc il va bien falloir donc utiliser donc les polices. Lorsque nous parlons images c'est ce qu'on appelle aussi quelquefois donc des informations donc sous forme bitmap, c'est du point à point. Le Fiori, comme toute autre frontale donc numérique pour nos presses, c'est ce qu'on appelle donc un RIP, ne voulant pas dire donc Rest in Peace en anglais, mais Raster Image Processor ou un processeur d'image tramée. Donc le but du jeu, c'est de convertir donc ces éléments qui peuvent être vectoriels en point à point pour former donc une image. Le processeur d'image tramée convertit la page entière en une seule image que l'imprimante donc va générer derrière. En ce moment, je veux juste que vous concentriez sur cet élément de page que je peux appeler donc image ou trame, et vous rappelez que les images ont une résolution donc limitée pour l'agrandissement. Donc si je regarde cette image sur cette page, je peux zoomer donc dessus, mais j'ai une petite limitation donc en ce qui concerne donc la résolution. La résolution, en fait, vous allez voir que ce qui compose donc une image ou une photo, ce sont donc les pixels. Ces pixels sont obtenus donc à partir d'un scan, d'une photographie traditionnelle, ou plus généralement aujourd'hui, c'est vraiment donc la photographie numérique qui va nous envoyer donc cette information. Donc là, on vient de définir le premier élément donc qu'il y a donc dans un montage en art graphique, donc ça va être une image. Le deuxième élément qu'on va utiliser, comme je vous l'évoquais donc tout à l'heure, ça va être donc les vecteurs.
Donc les graphiques vectoriels sont aussi appelés quelquefois donc graphiques. Ils sont différents d'une image, ils ne sont vraiment pas composés donc de pixels. Les vecteurs sont décrits en utilisant donc des formules mathématiques. Donc si vous voulez représenter donc une forme, vous allez donc faire deux points et entre les deux points, on va lire, on va générer une ligne ou même une courbe. Et donc cette fonction, ça s'appelle donc une serce en français. C'est un mot que j'ai découvert il y a très très peu de temps. C'est un chemin donc qui se crée donc entre deux points et qui va être relié par une ligne ou une ligne courbe qui représente donc un objet. Alors une chose qui est intéressante, c'est que les graphiques vectoriels sont définis mathématiquement et donc ils sont infiniment évolutifs. Alors quand je veux dire infiniment évolutif, ça veut dire que si je crée un cercle dans une application de dessin vectoriel comme Illustrator, qui peut faire donc quelques centimètres donc de diamètre pour ce cercle, je peux prendre ce cercle et l'agrandir donc avec une taille d'une enveloppe de bus ou même une enveloppe donc de bâtiment, et même puisque c'est du vecteur, je suis entre guillemets donc agrandissable donc à l'infini, donc sans perte de définition, parce que je n'aurai pas donc de problème donc, de pixels puisque tout est vectorisé. Dans Illustrator, il va nous permettre donc de générer en règle générale donc, tout ce qui est éléments donc vectoriels. Autre étape qui va composer donc l'élément donc de notre page qu'on monte donc en InDesign, ce va être donc les polices. Donc les polices sont essentiellement donc des graphiques vectoriels, un petit peu comme on vient de voir donc préalablement. Elles sont définies exactement comme les vecteurs par des lignes mathématiques. Les polices aussi sont agrandissables donc quasiment à l'infini, puisque c'est aussi donc du vecteur. Par contre, la raison pour laquelle on traite les polices est un petit peu donc différente, parce qu'un ensemble de polices qui contient donc des sous-ensembles, qui vont être donc des caractères, ont des caractères qui sont un petit peu donc tous différents, donc le fait de rassembler donc tous ces caractères va former ce qu'on appelle une espèce de valise, et c'est ce qu'on appelle une valise de police. Quand on parle donc de valise de police, il y a souvent donc des licences qui sont associées, donc les polices ne sont jamais donc gratuites, sauf celles qui sont en standard, donc dans le PostScript, elles doivent être au nombre de 136 si je me souviens bien. Et donc, lorsqu'on va utiliser donc les polices, il va falloir donc dans nos applicatifs avoir un logiciel qui permet donc de pouvoir donc monter les polices, comme le livre des polices que l'on va trouver donc dans les logiciels comme le Macintosh, pour pouvoir donc monter donc les polices. Donc, on vient de définir donc les images, les vecteurs et les polices. Maintenant, l'étape suivante que l'on va voir donc c'est la qualité donc de l'image. La première chose que je veux parler, ce sont donc des images. Et la première question qu'on va dire, donc, c'est pourquoi corriger une image? Eh bien, avant même de rentrer donc dans l'impression donc qui se défile, les photographies s'ouvrent naturellement et ont traditionnellement souffert d'une pléthore donc de questions liées au processus photographique, du genre quel film j'ai utilisé, comment je les ai traités, quel âge avec le film, à quel âge j'ai stocké donc mon film derrière. Donc toutes ces choses qui sont liées donc aux problèmes de photographie traditionnelle n'ont plus lieu, sauf toujours les mêmes éléments donc, qui reviennent lorsqu'on est donc en séance donc, de photo, l'exposition au niveau de vos objectifs, l'ouverture et les conditions donc d'éclairage lorsque je prends ma photo. Ainsi, lorsque nous regardons les photos numériques, nous avons donc un ensemble de problèmes donc différents. Certains d'entre eux ont un problème avec le capteur, mais encore beaucoup sont liés à des problèmes d'exposition ou même de réglage de l'appareil photo. Afin que nous puissions voir les problèmes tels que les dominantes des couleurs, je vais vous montrer un exemple classique d'image donc sur la gauche, qui est celle que je pensais donc photographier. Et quand je reçois l'épreuve donc du laboratoire d'impression, ou même lorsque je le sors donc au niveau donc de ma presse numérique, ou même quand je la regarde donc au dos de mon appareil photo, je vois à la place une image que j'ai capturée qui se trouve donc sur la droite, dont l'image est un petit peu donc trop saturée ou même un rouge un petit peu trop prononcé. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir donc corriger donc ces images. Lorsque nous évaluons la qualité de l'image, nous devons tenir compte de trois domaines clés liés à la qualité de reproduction de l'image. Le premier est le ton. La tonalité de l'image est réglée avec nos commandes de tonalité dans divers endroits donc dans le travail et nous allons en discuter. La tonalité affecte la lumière, l'ombre de l'image. C'est une première chose à évaluer lorsqu'on va faire donc la correction des couleurs. La deuxième chose que l'on va considérer après donc la tonalité est donc la couleur.
Ici, nous allons pouvoir régler la balance des couleurs donc si nécessaire, comme l'exemple que je vous ai montré donc, lors de la dernière diapositive. Et puis on peut faire aussi d'autres corrections donc, spéciales qui vont être les corrections donc, sélectives. En fait, ce qui est très important aussi, et là je vais vous en parler en détail, pour qu'une image ait un aspect naturel, c'est d'avoir vraiment qu'elle soit crédible vis-à-vis de ce que l'on perçoit et ce que notre œil voit. Un texte classique, quand je regarde une image donc imprimée, c'est qu'elle doit ressembler vraiment donc au monde réel dans lequel je vis, vis-à-vis donc de mon référentiel. La façon dont on obtient une bonne qualité de l'image, on va bien s'assurer qu'on a suffisamment donc de résolution, qu'on va appliquer quelques petites astuces, quelquefois comme un masque de flou, et de bien régler donc les demi-teintes donc avant donc de l'imprimer. Donc comme je vous le disais, avant de passer donc tout ce qui est sur la résolution ou même sur la couleur, le plus important dans une image, ça va être donc le réglage donc du ton. Une fois de plus, donc le ton se réfère donc à la luminosité ou à l'obscurité donc de l'image, à des distances spécifiques de tonalité. On va voir justement quelles sont ces distances donc spécifiques. La manière donc de façon donc de penser à ces tonalités, c'est de le visualiser donc dans notre imaginaire donc en noir et blanc. Donc plutôt que de vous imaginer à quoi ressemble cette image, je vais vous la passer donc directement donc en noir et blanc. Et donc vous allez voir que si on commence à parler des rouges, des bleus et ce qu'on va faire avec toutes ces couleurs, on n'a pas du tout besoin de s'en occuper puisqu'on doit corriger dans un premier temps la tonalité. Si vous pouvez prendre du recul et réfléchir à votre image comme un noir et blanc et à réfléchir sur la crédibilité de l'image ou plus généralement si on essaie de faire de sorte qu'elle correspond mieux à la réalité, peut-être que la photographie originale que je suis en train de faire correspondre ou si vous avez une preuve ou un autre échantillon, il faut absolument que ça corresponde donc à mon impression donc numérique. Donc avant de rendre cette chose possible, je vais ajuster ou considérer la tonalité. Donc on a une image couleur, on la passe, on se l'imagine en noir et blanc et là on va voir donc les tonalités. Pour cela, on va parler donc ce qu'on appelle un petit peu donc de courbe tonale. Lorsqu'on manipule les tons, on manipule donc le ton des arts graphiques en utilisant une courbe de tonalité. Les courbes de tonalité que l'on voit sur les caméras et d'autres équipements de capture numérique, généralement ne se ressemblent pas vis-à-vis de ce que je suis en train de vous montrer donc sur la gauche. Une courbe de tonalité classique qui décrit la relation entre l'entrée telle que la photographie et la sortie telle que peut être une presse ou même un autre système d'impression, a généralement une forme convexe qui est donc généralement infléchie donc au niveau donc, du milieu de la courbe. En raison et le fait que cette capture d'image doit correspondre à une tonalité et que cette pente donc dans les courbes, dans la zone donc d'origine doit être relativement incurvée, il va falloir que je modifie donc ces éléments donc d'impression. Si vous voulez voir donc une courbe de tonalité, on va parler donc de l'axe de X et l'axe de Y. Donc l'entrée doit être égale à la sortie. Donc dans notre cas de figure, on va parler donc de l'élément donc le plus blanc, donc en X0, Y0, donc c'est le point que vous voyez donc en bas à gauche, où là on est donc sur les hautes lumières. Les hautes lumières donc correspondent donc sur une image en règle générale à tout ce qui est blanc. Dans notre cas de figure, on va parler donc de la tulipe qui se trouve donc à l'écran. Après ça, donc, on va parler donc le 3/4 de ton. Le 3/4 de ton représente une zone à peu près à 25%. Et si je regarde un quart de ton donc sur cette image, je vais chercher donc quelque chose donc comme un gris donc très très pâle, qui va être dans notre cas de figure donc l'image de notre vélo. Maintenant, donc, parlons donc du ton moyen. Donc, le ton moyen se trouve donc à mi-chemin donc entre l'ombre et le milieu donc de l'échelle tonale. Passons donc au point suivant, qui va être donc les 3/4 de ton. Donc, on est en train donc de se positionner donc vers l'ombre de l'échelle. Essentiellement, les 3/4 de ton, donc, c'est à mi-chemin entre l'ombre et la luminosité. Et enfin, donc, on va parler donc du dernier élément, qui va être le point donc le plus sombre qu'on appellera donc les ombres. Lorsque je décris des corrections de tonalité, quand je regarde une image, je vais essayer de faire correspondre un petit peu pour avoir donc une tonalité donc de façon donc régulière. Mais si je commence à modifier par exemple donc une haute lumière, ça risque d'affecter donc quelque part donc un ton qui est au-dessus. Donc le problème est si je veux faire un ton un peu plus sombre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse un quart de ton
un peu plus léger, hein, où il faut que je fasse donc un milieu donc un petit peu plus sombre. Comment se passe donc la correction donc de tonalité? Donc la meilleure façon pour corriger donc une tonalité, c'est d'utiliser donc les courbes. Elles sont disponibles donc dans l'image viewer, donc au niveau donc du Fiori, mais elles sont aussi présentes donc dans Photoshop ou même dans d'autres applications donc de retouche d'image. On peut aussi utiliser donc les niveaux, mais on peut aussi utiliser les histogrammes. Mais je trouve qu'au niveau donc de la sensibilité donc de réglage, les niveaux donc vont nous permettre d'avoir donc un contrôle beaucoup plus fin, hein, et un degré donc d'ajustement beaucoup plus sensible sur les 3/4 de ton, hein, et les quarts donc de ton. Donc là ici, ce que je vais faire donc une correction d'image avec une correction donc de courbe de tonalité, hein. Donc je fais semblant que mon image est en noir et blanc puisqu'on parle donc de ton, hein. Et vous voyez que si j'allège donc un quart de ton, donc automatiquement mon image va paraître donc un petit peu plus flatteuse donc à l'écran. Je vous remets donc l'image telle qu'elle était donc préalablement. Ici donc rien n'est modifié. Ici je vais modifier donc de la zone de quart de ton, hein. Automatiquement je vais avoir donc un petit peu plus de contraste donc au niveau donc de notre image. C'est ce qu'on appelle donc l'ouverture ou l'éclaircissement donc des quarts de ton. Maintenant, nous allons parler de la façon dont ça se rapporte à la couleur, hein, et c'est pour ça que je vous ai parlé donc préalablement donc de la tonalité, puisque ce qu'on vient de voir donc sur la tonalité globale va s'appliquer donc quelque part donc à la couleur et sur les canaux donc de notre image. Si j'ouvre le quart de ton donc sur cette image, vous obtenez à l'écran ce que l'on va obtenir. Je vous le remets avant donc l'ouverture. Et je vous remets donc après l'ouverture. On voit que les zones de transition entre le point culminant et les taux moyens deviennent beaucoup plus légers. Et encore, j'ai fait un changement assez brusque de 6% pour que vous puissiez voir un petit peu à l'écran donc qu'est-ce que ça donne. Quand on retourne en arrière, regardez bien ce que donne donc l'écharpe qui est en bleu. Regardez bien aussi la veste rouge. Regardez aussi donc le vert dans les fleurs. Remarquez comment les couleurs sont de plus en plus saturées, hein. C'est relativement intéressant, hein, le fait uniquement donc de modifier donc l'écart de ton. Donc on s'est on s'est concentré principalement sur le réglage de tonalité pour obtenir donc une tonalité crédible correspondant à la scène originale, mais on voit que le fait donc de modifier donc ces quarts de ton vont modifier aussi donc toutes les couleurs donc qui en découlent derrière. Donc ce que je vais faire, c'est je vais passer sous Photoshop et puis je vais vous montrer un petit peu donc comment on peut donc modifier ces informations. Donc, je vais commencer donc sur Photoshop. Donc je vais ouvrir mon image, donc je l'ai préalablement donc ouverte. Je vais prendre donc mon image en noir et blanc et je vais prendre la commande qui s'appelle Edit Image, Réglage, et je vais voir donc tout ce qui a notion donc de courbe. Ici les courbes, on va retrouver donc les trois zones, les tons moyens, et après ça donc les tons qui sont beaucoup plus sombres. Donc ce qui se passe sous Photoshop, quand je prends donc, si je pose un point sur cette courbe, ça va modifier la globalité donc de ma courbe. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ma souris, je vais fixer donc tout simplement donc les zones qui sont relativement sombres en mettant donc ce qu'on appelle un petit peu donc des points d'accroche pour éviter que lorsque je vais modifier donc sur la zone en dessous, que donc les basses densités, que la luminosité ne change. Vous voyez donc à l'écran, on a directement donc une modification sur l'écart de ton. Donc si je le fonce, au contraire je le remonte et je l'éclaircis. D'accord? On peut faire donc quelque part exactement donc la même chose avec l'utilitaire donc dans le Fiori. Je vais aller donc prendre la commande Workstation, prendre mon image donc qui est en noir et blanc. En faisant donc un clic droit, je vais demander l'option qui s'appelle l'Image Viewer. Je vais retrouver donc mes courbes ici. Je vais uniquement utiliser
que la courbe des noirs. Je vais accrocher donc les points. Et maintenant, je vais pouvoir donc soit monter, soit descendre. Donc la saturation donc, de mon image. Voilà donc pour tout ce qui était donc réglage donc de la tonalité. Hein. Donc, je ne vais pas enregistrer les changements. On va passer donc à l'étape suivante qui va être donc la correction donc des couleurs. La couleur, c'est la première chose que l'œil se concentre lorsqu'on regarde une épreuve numérique qui possède donc de la couleur. Si on a corrigé donc le premier ton et on a fixé certains problèmes donc de couleur, peut-être avec la saturation, on a peut-être besoin donc d'ajuster donc d'autres couleurs donc au sein donc de cette photo ou d'une zone donc de cette photo. Principalement, on va parler donc de la balance donc des couleurs. La balance des couleurs est ajustée donc à partir des neutres et on va voir donc dans quelques instants comment on va pouvoir le faire. Généralement, lorsqu'on fait donc une tonalité, ça correspond à une correction à 90-95% donc des images corrigées donc et imprimées. Et lorsqu'on veut faire donc la balance des neutres, donc c'est l'étape qui arrivera donc par la suite. Elle est relativement donc simple à faire, mais le fait déjà de corriger donc la tonalité va solutionner donc tout votre problème. Après ça, donc l'autre technique qu'on va avoir qui est un petit peu spéciale, hein, qui est la correction donc de couleur donc sélective, hein, et je vous en parlerai donc dans une minute. La première chose que l'on va voir donc maintenant, donc c'est la correction donc des balances, la balance donc des couleurs. Quand je vais régler la balance des couleurs, donc dans cette image que vous avez donc à l'écran, il y a un petit peu trop de rouge, donc quelque part une dominante magenta. Hein. Donc je vais prendre et utiliser donc les mêmes contrôles que j'ai utilisés préalablement lorsque j'ai corrigé donc ma tonalité au niveau donc de Photoshop, hein, mais je vais uniquement utiliser que le canal donc du magenta. Donc si vous vous souvenez, quand on déplace donc les courbes de tonalité, on va donc corriger donc d'autres couleurs en même temps. Si vous changez le canal donc du magenta, vous allez savoir que vous allez donc affecter en même temps donc tout ce qui est couleur rouge au niveau donc de votre image. Donc pour pouvoir choisir donc quelles sont donc les grilles neutres de façon à neutraliser donc notre image, il va falloir donc trouver donc une référence donc au niveau donc de notre image. Souvent donc une personne avec une pièce de vêtements blancs, une chaussée dans la rue, c'est un endroit où vous allez voir donc un gris neutre. Donc vous allez faire attention de ne pas aller chercher non plus donc sur les zones donc de haute lumière ou des zones qui sont relativement donc sombres. Donc essayez de trouver donc un juste milieu ici. Donc moi ce que je vais essayer de faire donc au niveau donc de cette image, et vous le voyez, c'est que dans le fond donc j'ai un immeuble et dans le fond donc de cet immeuble donc la neutralité est un petit peu apparente puisque je me retrouve donc avec un gris. Alors me voici donc sous Photoshop et là je suis en train donc d'afficher donc le canal donc du magenta. Et donc là ce que je vais faire donc, dans quelques instants, c'est que je vais prendre mon outil hein, et je vais donc fixer mes différentes courbes et je vais donc modifier donc mon magenta hein, de façon donc à neutraliser un petit peu donc cette image. Pour vous donner une image générale, quand on fait donc un quart de ton neutre, il y a en règle générale 25% donc de cyan, et on va retrouver donc dans les 19 à 20% donc de magenta et de jaune. Donc les trois composantes sont quasiment donc identiques pour avoir donc un gris neutre. Donc ce que je vais faire ici, je vais tout simplement donc prendre mon canal donc du magenta et je vais l'abaisser exactement comme j'ai fait donc préalablement donc comme la tonalité. Donc je reviens sur l'image avant correction et l'image donc après correction. Donc comme vous pouvez le constater, je fixe préalablement donc mes points pour éviter donc d'affecter donc tout le reste de la courbe et je me concentre uniquement que sur les zones donc des hautes lumières, pardon, excusez-moi. Quels sont les types de problèmes
que je peux rencontrer et quelle la balance des blancs peut me résoudre. Elle va me permettre principalement de pouvoir régler donc les zones neutres, donc avoir donc des grilles qui sont beaucoup plus jolies, hein, et donc éviter donc d'avoir donc des dominantes hein, au niveau donc de notre document, comme ça peut être le cas donc du magenta qu'on a eu préalablement. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant donc d'aller faire donc un petit tour donc dans Photoshop hein, pour aller donc neutraliser notre image et par la même occasion vous montrer qu'il y a un petit outil donc au niveau donc de la pipette qui peut être pratique pour neutraliser nos couleurs. Donc je retourne donc sur Photoshop, je vais prendre là ici mon image qui a une dominante donc de magenta hein, et je vais faire exactement comme j'ai fait préalablement lors de la tonalité. Je vais aller donc dans la commande réglage, appeler donc les courbes. Et au niveau donc des courbes, là ici, je ne vais pas appeler donc la couche CMJN, mais appeler uniquement que la couche donc du magenta, puisque je m'aperçois que j'ai une dominante au niveau donc du magenta. Avant même d'aller modifier donc cette dominante au niveau donc du magenta, si je prends ma pipette et que je me pose sur une grille neutre, j'ai fait préalablement donc 3 pavés dans mon Photoshop, un noir, un gris et un blanc. Là ici, je vois que j'ai une dominante au niveau donc du magenta et donc un petit peu du cyan. On a vu préalablement que le cyan donc, il est toujours un petit peu donc dominant lors d'un gris neutre. Par contre, la composante donc magenta et jaune doivent être quasiment donc identiques. Donc je me mets dans la commande image réglage et je vais aller donc dans les courbes. Au niveau des courbes, je vais appeler ma courbe de magenta. Je vais fixer donc mes points pour éviter de modifier donc les zones sombres. Et tout simplement, donc, en prenant mon point comme j'ai fait exactement au niveau de la tonalité, il suffit donc que je la baisse. Hein, et comme j'ai demandé donc d'avoir donc un aperçu au niveau donc des modifications, hein, vous voyez que mon image change et donc se neutralise. L'autre technique aussi que vous avez, je vais annuler maintenant donc cette manipulation hein, et je vais exactement la refaire. Réglage, les courbes. Et si vous regardez bien, c'est pour ça que je vous ai essayé donc de repérer donc un gris neutre, vous avez donc les 3 pipettes en bas, où ici il suffit de sélectionner le noir le plus sombre, le blanc le plus clair, ou le ton moyen, donc le gris neutre. Donc je prends la pipette, hein, je vais prendre le gris neutre et je vais lui dire, ok, ben, par exemple, l'image de mon bâtiment représente donc un gris neutre, et le fait de pipeter à ce moment-là va neutraliser donc mon image. Donc soit vous neutralisez parce que vous apercevez que vous avez une dominante globale sur le magenta, hein, soit vous pouvez prendre donc l'outil pipette et choisir donc la zone neutre, la pipeter de façon à neutraliser. Vous voyez que vis-à-vis donc de notre image qu'on avait tout au début, hein, je vais dire OK là-dessus, l'image qu'on avait donc préalablement, on est quasiment donc à la même chose. Le dernier outil de correction de couleur dont je veux parler, c'est la correction donc de couleur sélective. La correction de couleur sélective, c'est un contrôle traditionnel. Elle permet donc d'ajuster la couleur dans une couleur parce que je veux un petit peu plus de cyan sur un quart de ton ou parce que je modifie donc mon image donc de façon globale. Il y a donc 2 façons pour le faire. Donc Photoshop a d'excellentes commandes de couleurs donc sélectives et on a aussi donc dans notre logiciel Color Profiler Suite dont on a vu donc lors des derniers donc webinars qu'on pouvait donc éditer donc directement donc les profils. Je voulais juste vous souligner pour laquelle je ne fais pas souvent donc de correction donc de couleurs sélectives, c'est tout simplement parce que ça fait souvent appel à une référence d'un acheteur donc d'impression. Je veux dire par là que, par exemple, un directeur artistique me dit c'est parfait pour une pomme et ma pomme, elle a besoin d'être, elle est un petit peu trop rouge, un petit peu trop brillante. Est-ce que vous pouvez rajouter un petit peu plus de cyan dans le rouge, etc. Donc, plutôt que de s'amuser donc à faire un masque de tétourage et au niveau donc de notre pomme, on peut aller donc au niveau donc de Photoshop, aller directement donc modifier donc les couleurs donc sélectives. Donc comment ça se passe au niveau de Photoshop? Il suffit donc de prendre l'outil donc de correction donc sélective. Et là ici donc je vais un petit peu me focaliser sur les cyans parce que je vais affecter donc les cyans. Regardez bien donc l'écharpe qui va être affectée et je vais modifier donc tout simplement donc le magenta.
on est bien le cyan donc au niveau donc de l'écharpe qui a été modifié uniquement donc en faisant donc une correction donc sélective. L'avantage de la correction sélective, c'est que vous allez donc affecter qu'une partie donc des couleurs sans avoir à toucher donc aux trois autres canaux donc préalablement donc définis. D'accord, donc avant et après, donc sur un -50 donc de magenta. Donc beaucoup plus simple à faire qu'un détourage, surtout sur une écharpe et avec les cheveux donc de la jeune femme qui sont relativement durs donc à sélectionner. Le dernier domaine maintenant dont nous allons parler maintenant, c'est la qualité donc de l'image. On va regarder donc le détail de l'image et la façon dont elle semble naturelle. La netteté de l'image, donc ce sont des choses que l'on a à combattre. On a une bonne image, mais avec une mise au point qui peut être un petit peu donc défectueuse quelquefois. Le deuxième défi, lorsque nous imprimons une image, on est en demi-teinte donc avec l'offset, puisqu'on ne travaille pas du tout donc en ton continu. C'est pour ça que quand on a donc 256 couleurs donc en offset, si on met la puissance 4, on obtient 16 millions, et les 16 millions correspondent donc aux 16 millions de couleurs qu'on a donc en ton continu sur nos presses donc numériques. Donc le but du jeu, ça va être une presse numérique où l'offset va consister donc à convertir donc des tons continus donc en petits points qu'on appelle donc des demi-teintes donc pour l'imprimante. Ces demi-teintes par définition ne se touchent pas les uns vis-à-vis des autres, c'est ce qu'on appelle donc des gammes de tons. Et le fait donc de faire donc des demi-teintes ou faire donc des niveaux, on va perdre donc du détail donc dans le processus. Pour obtenir le détail et le rendre correctement une impression numérique, même conventionnelle, j'ai besoin qu'il y ait un certain nombre de points qui remplissent la zone. Et là, je vais vous parler maintenant donc de résolution. Lorsque nous parlons de résolution, ce que je me dis toujours, c'est est-ce que j'ai assez de points donc pour tenir la distance lorsqu'on pense donc des images. Celles-ci sont souvent donc l'unité de valeur est utilisée donc en points par pouce, ou ce qu'on appelle aussi quelquefois donc des pics. La façon dont une image va être imprimée, de penser combien de pixels j'ai pu obtenir par un appareil photo ou un scanner, et quelle est la taille sur laquelle je suis en train donc d'imprimer donc ces pixels. Donc on va faire un calcul relativement simple. On va se dire que ma page est fait 2 pouces par 3 pouces et que j'ai 300 points donc par pouce. Et là, on est en train de se demander mais combien de pixels donc sont présents donc dans cette image. Donc, si ma dimension donc à 3 pouces contient donc 300 pixels, donc j'aurai 900 donc en horizontal. Et donc, si maintenant donc j'ai 2 pouces à 300 dpi, donc j'en aurai donc 600 donc à la verticale maintenant. Donc si un concepteur décide, lorsqu'il fait donc une mise en page, donc d'agrandir une image à l'intérieur même de son InDesign, il faut savoir qu'on va étirer donc les points au niveau donc de l'applicatif, donc on va donc diminuer la résolution donc de l'image. Au contraire, donc si vous resserrez l'image dans votre applicatif, là vous allez augmenter donc la résolution. L'idéal pour tout ce qui est impression donc numérique, en règle générale, c'est du 300 donc dpi pour obtenir donc un résultat donc correct. Donc maintenant, on va tendre vers un 9 par 6 pouces, donc un autre exemple d'impression. Donc, quelle va être la résolution? Donc, je vous rappelle donc qu'on a toujours donc 9 pouces. Notre base est une base donc à la base donc de 3 pouces avec 300 pixels par pouce. Donc, on devrait avoir donc 900 pixels par pouce. Si je prends donc 900 pixels sur 9 pouces, je suis à 100 pixels par pouce. De la même manière, donc, avec l'autre axe. Ce qui se passe lorsque je suis en dessous d'un certain seuil de dpi, on va se retrouver donc avec une pixelisation. La pixelisation, c'est le processus où le tramage se renverse et on arrive donc à voir donc les pixels. Donc plutôt que des points de trame montant le détail donc de l'image, les points de mi-teinte se montent donc directement donc en pixels.
Donc pour cela, comment on va pouvoir donc solutionner donc le problème si vous avez une image que vous avez trop agrandie, hein, il va falloir entre guillemets donc quelque part donc générer du bruit au sein de votre image pour obtenir donc un meilleur donc résultat. Hein. Et pour cela donc dans les systèmes donc d'impression donc numérique, les Fiori, on a une option qui s'appelle donc tout simplement donc le lissage donc de l'image, qui va permettre donc d'éviter la pixelisation lorsque vous allez donc imprimer. Le fait donc de mettre un petit peu de bruit et de supprimer la pixelisation, vous allez voir que la netteté va être affectée. Donc la netteté va être, vous allez voir que ça va être un petit peu moins net, mais néanmoins donc on va avoir donc les pixels qui vont donc disparaître. Donc dans les cas de figure, donc sur votre gauche, vous avez une image sur laquelle on n'a pas appliqué le lissage de l'image, et sur le droit, l'image qui est sur votre droite, où on a appliqué donc le lissage donc de l'image. Alors, comment ça s'effectue le lissage donc de l'image? On va regarder donc dans un premier temps le fichier sur lequel on a travaillé. Donc c'est un document qui a été fait en PDF. Donc là, ici l'image est à 61%. Si je la mets maintenant en visualisation donc à 100%, je commence à voir apparaître un petit peu donc les pixels. On va la mettre à 200%. Là, je suis uniquement que dans le PDF et là, on voit bien donc l'effet donc pixelisé au niveau donc de mon image. Donc j'ai fait un fichier imprimé donc préalablement donc dans le Fiori tout à l'heure. Je vais demander donc de calculer, d'en faire donc le raster. Donc c'est le format qui va être envoyé donc à la presse donc, numérique. Et je vais l'ouvrir avec le même outil qu'on utilisait tout à l'heure pour voir les courbes, qui s'appelle donc l'image viewer. L'image viewer va nous permettre donc de visualiser les courbes, mais aussi donc de faire un zoom au niveau donc de notre document. Donc si vous vous souvenez que la pixelisation, je vous l'avais montré, voilà. On va se retrouver donc sur les lettres qui ont les effets donc de pixelisation en faisant donc un simple fichier imprimé. Maintenant, ce que je vais faire exactement la même chose, fichier imprimé, mais au niveau donc du paramètre d'impression, je vais demander au niveau donc du RIP tout simplement d'activer ce qu'on appelle le lissage donc de l'image. Je vais demander, s'il te plaît, active le lissage de l'image. Donc, je ne suis pas du tout donc, dans mon applicatif InDesign ou autre. J'ai fait un fichier imprimé. Je vais lui demander donc de calculer ce fichier. En quelques instants, le document est réalisé et je vais le prévisualiser à nouveau avec l'image viewer. Donc je vais me remettre dans la même zone, donc à 25% d'agrandissement, 50 suffit en minimum. Vous voyez, à ce moment-là, donc on a une espèce donc, de floutage qui a été fait, et ça permet donc de supprimer donc la pixelisation. Je vous remets donc l'image qu'on avait préalablement donc dans la présentation de PowerPoint. Au niveau donc du lissage donc de l'image, à gauche donc vous l'avez avant l'application de cette fonction et sur votre droite vous l'avez donc après application de cette fonctionnalité. Autre chose aussi qu'il existe lorsque vous avez donc des documents donc à corriger, donc vous avez besoin donc de modifier des paramètres donc de qualité qui vont être la luminosité, donc le contraste. Dans l'option donc du Fiori, vous avez dans l'onglet Images une chose qui s'appelle donc amélioration donc de l'image et appliquer amélioration donc de l'image. Ceci va vous permettre, lorsque vous avez donc un flux contenant donc multipages et multi-images, de corriger donc ces images. Alors maintenant, donc, où se trouvent ces paramétrages de correction donc d'application donc de l'image? Ils vont se trouver au niveau donc de la commande Workstation, dans l'onglet qui s'appelle Vue périphérique, l'onglet qui s'appelle Flux de production, et vous avez une catégorie qui s'appelle Amélioration donc de l'image. Ce que vous pouvez améliorer donc dans l'image, vous pouvez en modifier donc l'exposition,
la luminosité, le contraste. Vous voyez, on va retrouver donc la tonalité dont je vous ai parlé donc tout à l'heure, et on va trouver donc la saturation. Saturation, donc on sature, on désature donc notre image. Même chose aussi donc si vous le désirez donc au niveau de la netteté. D'accord? Donc pour corriger donc un flux donc numérique, la première chose qu'on a vue c'est la possibilité de faire un lissage de l'image. L'autre solution aussi c'est améliorer donc la qualité donc de l'image. Johanna vous en parlera tout à l'heure donc en fin donc de session. Il existe un pré-réglage qu'on a aussi donc dans le Fieri qui s'appelle l'image boost. Donc c'est un pré-réglage que vous pouvez donc télécharger sur notre site web et qui va permettre donc de donner donc de la saturation donc au niveau donc des images. Donc on va vous donner donc le lien donc en fin de séance pour pouvoir donc récupérer et l'installer donc sur les Fieri. Quels sont donc les bons outils à utiliser? Ben, si vous avez donc les bons outils comme Photoshop, essayez donc de pouvoir bien les préparer donc préalablement. Mais ce qui est important aussi, c'est il faut donc avoir, lorsque vous allez donc imprimer, bien calibrer donc sa presse. On l'a vu lors de WebEx préalablement, qu'il fallait donc bien créer donc des profils ICC, hein, qu'il fallait bien donc étalonner donc son moteur donc d'impression en effectuant donc un calibrage, de façon donc d'avoir donc une chaîne graphique qui soit complètement donc calibrée. Ce que l'on vous propose comme petits outils qui sont aussi bien donc l'image viewer ou même l'image visual editor dont on va voir donc, dans quelques instants, vont vous permettre que d'améliorer donc l'image que vous avez ou d'améliorer vos impressions que vous avez donc déjà réalisées. Mais la seule chose que je vous demande, c'est étalonner donc vos moteurs d'impression hein, et créer donc les profils donc ICC de vos presses numériques lorsque vous réalisez une impression pour éviter donc d'avoir des problèmes lorsque vous imprimez donc vos images. L'autre utilitaire dont je vous parlais donc avec une correction donc des images qui s'appelle donc l'image Ant Visual donc Editor, qui lui est un outil qui est intégré donc dans les Fieri et qui est plutôt donc à vocation de modifier chacune donc des images donc dans chacune donc des fichiers. Donc soit vous l'automatisez en utilisant la correction automatique des images, soit on va utiliser donc l'image Ant Visual Editor. Donc comment ça se passe pour utiliser donc cet utilitaire qui est intégré donc dans le Fieri? Il suffit donc dans un premier temps donc d'imprimer son document. Et une fois que votre document donc est imprimé, il suffira donc de le prendre et de faire un clic droit et demander l'option qui s'appelle l'Image Ant Visual Editor. À ce moment-là, ce que va faire le logiciel, il va extraire donc chacune des images de chacune des pages. Donc ici, on a un document qui est composé donc de 7 pages. Et moi, de 8 pages, pardon. Et moi, je vais travailler donc sur la page numéro 7. Et dans la page numéro 7, je vais me retrouver donc avec 3 images. Et celle que je veux donc améliorer, ça va être donc l'image donc du jeune couple qui sont en plein mariage où l'image est un petit peu fade. Donc ce que je vais demander donc dans un premier temps, c'est d'avoir une division en deux pour voir ce que ça donne donc avant et après donc modification. Et ce que je vais demander donc au système, c'est au niveau donc du pré-réglage de le faire donc en automatique. Et là, vous voyez donc au niveau de votre écran, avant la correction et après la correction. Donc on a saturé donc un petit peu donc l'image. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué principalement donc sur le quart de ton, comme je vous l'ai montré donc préalablement, comme sous Photoshop, pour votre image. Après ça, vous avez donc d'autres options qui vont permettre donc de jouer aussi sur la balance des couleurs, sur la saturation. Une chose qui est intéressante aussi, c'est la saturation donc des tons chers. Donc si je prends donc l'image numéro 3 de la page numéro 7, la dame est un petit peu donc rouge, et en touchant donc tout simplement sur la couleur chair saturation, on va pouvoir donc affecter uniquement que les teints moyens. Donc on se retrouve donc au milieu donc de la courbe pour corriger donc l'image. D'accord ? Je continue donc ma présentation et je vais vous parler donc maintenant donc sur la qualité donc des graphiques donc vectoriels.
Les défis avec ces vecteurs donc en gradient, ce qu'on appelle aussi donc les dégradés, c'est... Attendez, excusez-moi, je vais prendre... Voilà. On peut avoir donc deux types donc de vecteurs. Le premier donc c'est le dégradé donc traditionnel, et après ça donc ce sont donc les contours donc détaillés. Donc souvent quand on imprime, on va se retrouver donc sur des effets donc d'escalier pour les dégradés, et sur les contours, on va se retrouver donc avec des effets donc de pixelisation. Pourtant, donc préalablement, donc dans mon applicatif, j'ai fait donc un magnifique donc dégradé. Et lorsque j'imprime, je me retrouve bien donc avec mes histoires donc d'escalier. En fait, ce qui se passe avec les dégradés, c'est une succession donc de niveaux de gris que vous avez lorsqu'on réalise donc l'impression. Et si vous avez donc des effets d'escalier, c'est que vous avez trop donc de niveaux de gris. Je vais vous montrer maintenant comment on est capable donc de pouvoir donc solutionner donc ces problèmes donc de dégradé ou de gradation. La première chose donc qu'il va falloir faire pour éviter donc d'avoir donc ces problèmes donc d'escalier, c'est d'essayer donc de limiter donc la taille de votre dégradé. Souvent donc les vecteurs de dégradé de moins de 15 cm, vous n'avez pas trop de problèmes pour les réaliser. Donc le but du jeu, je vous rappelle, c'est quand vous faites un dégradé, c'est qu'on est en train de changer donc de tonalité, donc il faut le faire donc en douceur. Donc plus vous avez donc d'étapes à faire, plus vous risquez donc d'avoir donc des soucis donc derrière. Donc si on n'a pas assez donc de niveau de gris sur cette distance, on va obtenir des bandes. Si vous avez assez de niveau de gris, à ce moment-là, vous allez avoir donc un magnifique donc lissage. Donc quelques astuces pour corriger vos problèmes donc de dégradé. Pardon, excusez-moi. Ça va être donc lors de la conception, essayer donc de mélanger donc 50% donc des couleurs donc entre elles. L'autre technique aussi, lorsque vous faites donc des dégradés, essayez donc de mélanger donc deux couleurs qui sont au moins à hauteur donc de 50%. Lorsque vous mélangez les couleurs, vous n'allez pas retrouver sur des effets d'escalier donc uniquement qu'en noir pur, parce que le plus dur à réaliser c'est du noir vers le blanc. Essayez donc d'utiliser donc des couleurs qui sont donc mélangées pour obtenir donc un meilleur donc lissage. Et puisqu'on parle donc du lissage, n'oubliez pas, lorsque vous faites donc un dégradé et vous avez un effet d'escalier qui a tendance à se faire parce que vous n'avez pas assez donc de matière donc en niveau de gris, c'est de rappeler donc cette fameuse donc option qui s'appelle le lissage donc de l'image. Si vous imprimez sans lissage de l'image, vous risquez donc de vous retrouver donc avec un effet donc concentrique avec donc effet d'escalier. Si vous activez donc le lissage de l'image, vous allez vous retrouver donc avec quelque chose de beaucoup plus lisse au niveau donc de vos dégradés. Autre chose aussi que vous avez donc en ce qui concerne donc les vecteurs, là ici c'est un véritable vecteur qui peuvent être agrandis donc sans limite, parce que ce sont des choses qui ont été faites à partir d'outils qui font du dessin vectoriel comme Illustrator, ou qui peut être de l'EPS ou donc du PDF. Et vous avez donc des graphiques qui sont récupérés donc sur le web qui sont donc des images. Donc là aussi, c'est souvent donc les problèmes que l'on rencontre. On va se retrouver donc des graphiques qui sont capturés sur le web, c'est du 72 donc des pays. Donc lorsque vous imprimez, vous allez vous retrouver à nouveau donc avec des effets donc d'escalier. En revanche, si vous êtes donc dans une design et que vous montez donc vos logos en EPS ou en Illustrator, comme c'est du vectoriel, c'est agrandissable donc à l'infini, et vous n'aurez pas donc ce souci. Donc n'oubliez pas à nouveau donc l'option qui s'appelle donc préalablement le lissage donc de l'image, aussi bien donc pour les dégradés que vous pouvez avoir donc sur les logos donc qui sont à 72 dpi, capturés donc à partir donc du web. Autre chose aussi au niveau donc du Fiori qu'on a mis en place, il n'y a pas d'option que vous pouvez activer, c'est la possibilité et qui est en standard, qui est les textes et graphiques donc en haute résolution. Alors, on a des polices qui sont donc de taille de 1 à 2 points. Là, ici, vous avez sur la gauche une imprimante quelconque et sur la droite une impression qui a été réalisée par le Fiori. Au niveau du système, on est capable donc de pouvoir donc interpréter donc des polices donc de 1,5 points. C'est pas extraordinairement net, mais néanmoins, on arrive à résoudre les problèmes donc quand vous avez des polices qui sont en très très petits caractères, comme une police kanji que vous avez à l'écran. On a exactement donc la même chose aussi lorsqu'on a donc des polices. Ici j'ai pris une photo avec un zoom au niveau d'une police donc de 2 caractères. Et au niveau donc du Fiori, on essaie donc d'améliorer l'image pour obtenir donc de meilleurs résultats donc possibles.
que je voudrais donc vous parler donc maintenant, donc c'est tout ce qui est composition donc de pages et parler un petit peu donc de transparence et comment on est capable donc de le gérer donc avec le PDF. Vous vous souvenez, lorsqu'on crée donc un montage, on met de la photo, du vecteur et du texte. Et on peut jouer maintenant aussi donc à mettre ce qu'on appelle donc des surimpressions. La surimpression donc c'est la fusion donc des couleurs donc ensemble. Donc ici vous avez à l'écran donc aucune notion donc de surimpression. Et là ici je vais demander une option donc de surimpression, c'est-à-dire que je vais mélanger donc les couleurs donc entre elles et je vais jouer donc sur les notions donc de transparence avec les produits. Comment on réalise les fonctions donc de transparence au niveau donc d'InDesign? Il va se falloir donc tout simplement donc prendre les objets entre eux et en faisant donc un clic droit dessus, on a l'option qui s'appelle tout simplement les effets et on va demander donc tout ce qui est notion donc de transparence. Les notions donc de transparence, lorsqu'on les applique, vont être donc soit du normal, soit vous pouvez demander un produit, donc c'est la résultante, avec l'aperçu ça sera mieux, la résultante donc des couleurs. Donc ici j'ai un bloc cyan, de l'autre côté donc un bloc jaune, la résultante si je mélange donc du cyan avec du jaune, donc ça sera du vert, donc c'est l'objet, la résultante donc d'une fusion simple donc du produit. Pourquoi je vous dis ça au niveau donc de la fusion? Souvent vous allez vous retrouver, lorsque vous faites donc des montages avec InDesign, vous vous retrouvez donc avec des blocs. Et ces blocs, lorsque vous les imprimez, vous n'allez pas les voir donc les voir apparaître lorsque vous allez réaliser donc l'impression. Autre chose aussi, puisqu'on parle donc de surimpression, ça va être aussi la possibilité donc de faire des ombres portées. Les ombres portées, c'est ni plus ni moins qu'une surimpression que vous avez donc au niveau donc de votre système. Donc pour obtenir donc la meilleure façon d'imprimer un document qui était donc réalisé donc avec cette transparence, c'est de faire donc un export. Et l'export, c'est faire un export donc en PDFX. On pourrait faire fichier ouvrir, fichier imprimé. Mais le problème, donc, lorsqu'on imprime, on va se retrouver avec des tonnes donc de paramètres. Si vous imprimez, je vous demanderai une chose qui est très très importante, surtout au niveau donc de InDesign, Photoshop ou Illustrator, c'est toujours donc de laisser l'imprimante post-script donc gérer donc les couleurs, de façon à éviter d'avoir la double correction donc chromatique, aussi bien par votre applicatif que par votre imprimante. Néanmoins, quand vous êtes donc dans un studio et on a besoin donc de réaliser les impressions sur un centre donc de reproduction donc du document, c'est d'aller faire donc directement donc du PDF. Et pour cela, donc à partir d'InDesign, vous avez la commande qui s'appelle fichier donc exporté et la norme pour tout ce qui est gestion donc des transparences, pour pas avoir de soucis, est la norme donc PDF X4. Donc très simple à utiliser. Franchement, lorsque vous faites votre PDF, vous êtes donc sur InDesign, vous faites un fichier exporté au format donc PDF, vous enregistrez et vous demandez donc à ce moment-là quelles sont les normes donc de PDF derrière. Je ne vais pas trop insister là-dessus puisque comme on le disait avec Johanna tout à l'heure, on va vous donner donc des liens sur les normalisations donc de PDF et comment on peut faire donc des PDF donc de façon donc optimum. Donc ici je choisis donc un PDF X4 et juste à faire exporter de façon à obtenir donc un PDF pour pas avoir donc de soucis. Donc pour moi le flux PDF me paraît donc une bonne pratique pour pouvoir donc bien échanger. Donc il faut savoir que depuis 2012, les tests de PDF X ont été faits avec pas mal donc de frontaux donc numériques et on a obtenu donc un niveau donc de qualification qu'on appelle parfait, puisque c'est une certification qui a été faite donc au niveau donc du test de Gand. Et à l'heure actuelle, si vous avez donc des Fieri qui fonctionnent sur ce qu'on appelle les FS100 ou même version donc un petit peu plus tardive, vous êtes sûr d'avoir donc cette certification donc de PDF parfait. Donc néanmoins, lorsque vous faites donc des transparences, comme on vient de le voir donc préalablement, il faut soumettre aussi donc ces documents donc au format donc PDF pour obtenir donc une parfaite correspondance donc de tout ce qui est transparence. Je vous montre comment cela se passe. Donc je vous rappelle, fichier exporté. On va se mettre sur le bureau, le bon PDF, export.
PDF X4 exporté. Une fois que le document donc est exporté, on va le soumettre donc au Fieri par fichier importé ou même faire un glisser donc déposé au niveau donc du Fieri. Donc je vais ajouter donc mon fichier donc PDF. Là, je suis en fichier donc natif. Je suis en flux PDF pur et dur. Je vais donc sur le bureau. Le bon PDF. Et je vais demander donc d'attendre. Quand vous faites un double clic sur votre travail, vérifiez bien que vous voyez que vous avez l'option qui s'appelle Adobe PDF Print Engine, de préférence qui soit donc activé. Ceci va vous permettre donc une conformité aussi bien au niveau du PDF X4 qui était généré à partir de vos applicatifs de InDesign, de ripper votre document, le calculer pour l'impression avec l'interpréteur donc Adobe. Si vous ne cochez pas donc cette option, vous allez tout simplement faire une interprétation donc en PostScript. Une fois que c'est bon, vous allez demander donc l'impression ou même donc faire l'option qui s'appelle traiter attendre pour éviter d'avoir des soucis. Autre chose aussi, quand vous avez des problèmes donc de transparence, je vous tiens à vous montrer que vous pouvez tout faire en flux donc PDF, donc du X4 avec du ripping en PDF. Aussi, vous avez une option au niveau donc du RIP qui est dans la catégorie couleur. Vous avez une option qui s'appelle la surimpression composite. Si vous avez des problèmes donc de bloc, n'hésitez pas donc à activer cette option qui va vous permettre donc de refaire donc la transparence donc au niveau donc de votre document. Donc il est 15h58, le temps passe vite malheureusement. Donc juste pour ce qu'il faut retenir de cette session qu'on a vue ce jour. Donc on a vu donc tout ce qui était donc la qualité de l'image avec les tonalités, la couleur et le détail, avec les résolutions. On a vu donc au niveau donc des vecteurs comment on fait pour, enfin des vecteurs, des dégradés vectoriels, comment on est capable donc de les optimiser, comment on fait pour obtenir et améliorer donc le contour au niveau donc des objets qui sont donc à basse résolution. Et on vient de voir donc un instant comment on pouvait donc optimiser donc nos impressions numériques en utilisant donc le PDF donc X4. Donc je vais passer donc la parole donc à Johanna qui va nous parler un petit peu donc des ressources donc disponibles au niveau de notre site web. Johanna? Oui, merci Christian. Donc nous avons aussi d'autres webinaires qui pourront vous intéresser, tels que nos 2 webinaires sur la gestion des couleurs. Et si vous visitez notre page web World of Fiery Webinars, là vous trouverez nos anciennes sessions où vous pouvez accéder aux enregistrements et les autres ressources supplémentaires. Aussi, notez cette date dans votre calendrier. Nous avons un autre webinaire le 3 mai sur comment obtenir une qualité exceptionnelle d'impression avec son papier. Là, nous parlerons des caractéristiques du papier, comment configurer les paramètres d'impression, comment optimiser votre productivité. Donc, ce serait un webinaire très intéressant et ce serait encore Christian qui sera intervenant. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Aussi, nous vous offrons un pack exclusif de formation en ligne gratuit du Fiery Global University pour que vous puissiez accroître votre connaissance Fieri. Ces détails-là suivront dans l'email de remerciement. Vous pouvez également télécharger le pré-réglage Image Boost que Christian mentionnait auparavant, les instructions pour imprimer correctement des documents PDF X4, ainsi que regarder une vidéo qui décrit les réglages de la courbe de teinte. Et aussi, n'oubliez surtout pas de rendre visite à notre page des ressources Fieri en ligne, où vous trouverez de tout dont vous avez besoin pour exploiter au mieux vos produits Fieri. Et donc, tous les liens de ces ressources vont vous être envoyés dans l'email de remerciement que vous recevrez dans quelques jours. Voilà, nous allons maintenant pouvoir commencer à répondre aux questions qui ont été posées, mais je vois bien que nous avons plus de temps. Christian, veux-tu quand même répondre à quelques questions? Est-ce que, oui, on va faire une ou deux questions rapidement. D'accord. Donc, ce que je vous invite au niveau donc des participants, si vous avez donc des questions, vous pouvez donc nous écrire donc directement. On prendra donc le temps donc de vous y répondre et par la même occasion de vous envoyer donc des trucs et astuces. Donc, si vous le désirez, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour les questions que vous posez pour optimiser donc vos systèmes d'impression. Donc Johanna, oui, une ou deux questions juste pour terminer, parce que le temps nous est imparti ce soir. Oui, parfait. Donc pour la première question, est-il préférable
préférable de convertir les polices en vecteurs avant d'imprimer? Non, il vaut mieux pas trop convertir donc les polices, tout simplement parce que si on a besoin donc d'effectuer une édition donc de dernière minute au niveau de pit stop par exemple, le fait qu'elle soit donc passée donc en vecteur, si vous avez fait une faute d'orthographe, je sais pas moi, il manque un S au niveau donc d'un accord, on ne pourra pas donc effectuer donc la correction. Donc il est préférable quand même de laisser donc les polices donc embarquées donc dans les PDF et si possible donc soit en jeu partiel, soit sur la totalité de la police. Une autre question, Johanna? Oui. Quelle version de PDFX est le meilleur pour l'impression numérique? Alors, on va vous donner donc un petit guide how-to pour les PDF. Comme je vous le dis, la meilleure façon donc de gérer les transparences reste quand même donc le PDF X4. Mais il faut que vous soyez entièrement donc dans un flux donc PDF, c'est-à-dire je fais un export à partir de mon InDesign et je fais donc un import et je rip donc en PDF au niveau donc de mon RIP-Fieri. OK. Et peut-être une autre dernière question. Si l'option vérissage de l'image peut être utilisée au jour, où devrait-il être laissé en permanence pour l'impression générale? L'option lissage de l'image, vous pouvez la laisser donc complètement donc active donc au niveau donc du système. Ça ne va pas prendre énormément donc de ressources lorsque vous calculez. En règle générale, on calcule plus vite que l'imprimante est capable donc de réaliser. Une petite chose au niveau donc du lissage de l'image, vous pouvez le déterminer donc par défaut. Je vous montre juste où est-ce que ça se trouve. Alors, au niveau donc de la commande Workstation, dans la catégorie vue périphérique et au niveau donc des imprimantes virtuelles, on va retrouver par défaut donc la print, la hold et la direct. Il suffit donc de prendre la hold si vous travaillez donc sur la zone attente et vous voyez que même s'il y a un petit verrou, vous avez la possibilité de pouvoir modifier. Ça, c'est une nouveauté qui est apparue donc dans les systèmes 10 au niveau de nos appareils et on va demander donc de la personnaliser. On va la définir, pardon, excusez-moi. Et là, à ce moment-là, au niveau donc du système, on va donc dans l'onglet Images, on va demander donc le réglage de lissage de l'image. On va lui répondre OK. Donc maintenant, à chaque fois, lorsqu'on va utiliser donc la queue attente et qu'on va y déposer donc un fichier, automatiquement, on va demander à ce que le lissage de l'image donc soit actif. Donc vous pouvez soit l'activer, soit le mettre par défaut, et ça ne va pas vous prendre beaucoup de ressources lorsque vous imprimez donc ce document. Voilà, il est 16h04, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Je tenais donc à vous remercier, ainsi que tout le team donc EFI de nous avoir suivis pour ce dernier webinaire. Et comme disait Johanna, on se retrouve maintenant donc en mai. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée, et puis je vous dis donc à très très bientôt. Je te laisse la conclusion, Johanna. Oui. Donc, merci tout le monde encore et merci Christian. Et nous espérons que les informations que nous avons partagées seront utiles dans un futur proche. Donc, juste pour vous rappeler, nous vous enverrons un email d'ici quelques jours avec le lien vers l'enregistrement, la présentation, le document questions-réponses, le lien vers les ressources et l'information pour accéder aux formations en ligne. Et aussi, j'aimerais mentionner n'oubliez pas de répondre à notre sondage à la fin. C'est très important pour nous de savoir de ce que vous avez pensé de la session d'aujourd'hui. Et cela étant dit, bonne journée tout le monde et nous espérons vous revoir à notre prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.